Bonjour Nassim, Bonjour Soria, tu m'entends bien? parfaitement. Tu me vois et Ah tu bah m'entends bien? oui, je pense que c'est bon là, on t'entend, c'est parfait. Bon bah merci beaucoup d'être présent. Je vais me présenter d'abord. Je m'appelle Soraya, je suis la fondatrice de Kingpact, qui est un organisme de formation dédié à la recherche d'emploi et aux entretiens d'embauche et qui te donnera toutes les astuces pour te démarquer pendant tes entretiens. Donc le live est diffusé sur tous les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, et donc on a plus de 50 participants, donc c'est vraiment top. Donc il y a beaucoup de candidats qui postulent chaque année en finance et en comptabilité. Mais malheureusement, la majorité des candidats qui postulent en ligne n'ont pas de retour des recruteurs. Et d'après une enquête récente, seuls 10% des candidatures débouchent sur un entretien après l'envoi d'un CV et d'une lettre de motivation. Donc la concurrence est sévère. Alors pourquoi le recruteur ne répond pas toujours? Donc Kingpact a mené une enquête à ce sujet en 2021 auprès d'un panel de recruteurs. Et très souvent, le manque de réponse est dû à un CV et une lettre de motivation qui ne sont pas suffisamment mis en valeur et ne répondent donc pas aux attentes des recruteurs en finance. Donc ça peut aussi s'expliquer par une mauvaise orientation professionnelle en raison d'une connaissance limitée des candidats de tous les métiers accessibles en finance et comptabilité, une mauvaise compréhension des missions et des candidatures en masse. Donc, dans ce live, on va expliquer comment créer un CV et une lettre de motivation de gagnant en finance et comptabilité. Donc, on va se focaliser sur les personnes en recherche de stage, CDD, premier CDI ou alternance en finance et comptabilité ou en direction financière. Donc là, on est vraiment ravis d'accueillir Nassim Debiche, qui a exercé en tant que directeur financier chez Averki Berkel et Geoxia dans le secteur industriel, de la production et de la construction dans des structures à taille humaine. Et il a aussi exercé avant en contrôle de gestion chez Amazon. Donc, en tant que recruteur, en tant que directeur financier, il a recruté une centaine de personnes durant sa carrière en finance, gestion, vente, comptabilité et haute fonction support. Et aujourd'hui, il est recruteur indépendant d'Ulisem, qui est un cabinet de conseillers indépendants spécialisé dans le recrutement des cadres dirigeants. Donc, autant dire que Nassim Debiche est la bonne personne vers qui se tourner pour poser nos questions. Donc, ce live va durer 1h15 et il va se dérouler en 4 parties. Donc, premièrement, Nassim va nous parler de ses expériences en tant que recruteur et nous allons échanger sur les différents métiers possibles en finance et comptabilité parce qu'il y en a beaucoup. Il n'y a pas que le contrôle de gestion. Voilà, il y a beaucoup d'autres métiers. Et deuxièmement, Nassim va nous expliquer comment créer un CV qui répond aux critères des recruteurs en finance. Troisièmement, on va vous donner des conseils pour rédiger une lettre de motivation. Et enfin, Nassim va corriger en direct le CV et la lettre de motivation d'une personne qui est en recherche de stage et qui voilà, nous a sollicité. Donc, à la fin, s'il y a des questions, bah, vous pourrez les poser dans le chat. Donc, on va commencer donc tout de suite le live donc, par les expériences de Nassim en tant que recruteur. Donc, bonjour Nassim, comment vas-tu? Très bien, merci. Bonjour Soria, bonjour à tous ou bonsoir et merci pour Oui, l'invitation. bonsoir. C'est vrai, c'est bonsoir, mais bon, bonsoir. Donc, est-ce que Nassim, tu peux te présenter et nous parler de tes expériences justement en tant que recruteur de profils en finance comptabilité? Est-ce que tu as recruté beaucoup de profils juniors durant tes expériences? Ouais, alors pour le coup, je me présente en deux mots, même si tu as déjà presque tout dit et je t'en remercie. Donc moi, c'est Nassim et j'aime me présenter d'abord et avant tout comme un facilitateur ou idéalement comme un partenaire de confiance. Comme tu l'as dit, je ne suis pas recruteur de formation, mais financier. J'ai occupé différentes fonctions en entreprise jusqu'à occuper des postes de DAF. Et puis j'ai été laissé assez récemment mes tableaux Excel pour me lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et je suis donc devenu recruteur indépendant et j'ai lancé mon cabinet, donc Ulisem. Et pour le coup, mon truc, ça a toujours été les processus transverses et notamment qui relient l'humain. Donc même en tant que financier, j'avais déjà une fonction
enfin une approche très fonction support. Et du coup, je l'exprime forcément encore plus dans mes nouvelles fonctions. Et pour essayer de répondre à ta question, ma spécialité aujourd'hui, tu l'as dit, c'est plutôt le recrutement de cadres supérieurs ou dirigeants, donc ce qu'on appelle aussi souvent les top et middle management. Mais je suis ravi d'être ici pour parler plutôt, on va dire, début de carrière, parce que c'est par là que ça commence évidemment. Et donc, pour répondre concrètement à ta question, les profils juniors, j'en recrute pas ou peu dans ma fonction actuelle de recruteur, puisque je suis plutôt ciblé sur des profils seniors. Par contre, j'en ai recruté pas mal dans mon vécu opérationnel, pas forcément que en finance, puisque j'ai aussi beaucoup recruté pour des fonctions plutôt commerciales ou des fonctions support. Et pour ce qui est de la finance, les profils juniors que j'ai été amené à recruter étaient surtout sur des postes de comptabilité ou de contrôle de gestion, on va dire généraliste. D'accord, ok. Donc, contrôle de gestion et comptabilité. Mais Mhm. vu que tu as travaillé en direction financière quand même pendant plusieurs années, est-ce que tu peux nous présenter les différents métiers accessibles aux jeunes diplômés en finance comptabilité, donc au sein d'une PME ou autre? Parce que souvent, les jeunes diplômés candidatent uniquement à certes quelques postes, comme si c'était les seuls postes qui existaient. Ouais, pour le coup, je suis passé par là, je crois qu'on passe tous par là. La finance d'entreprise, c'est un terme qui finalement peut englober nombreuses fonctions et nombreux métiers. Alors j'en distingue, moi je vois déjà trois, avant de parler de métier, je vois trois filières, peut-être quatre. Ta question, elle est orientée plutôt PME, mais de manière générale, je vois quatre grosses filières. La première, c'est celle qui parle un peu, surtout aux étudiants, c'est la filière contrôle de gestion. Et je détaillerai un peu plus peut-être les types de métiers qu'on peut y trouver. La deuxième, c'est plus effectivement celle de la comptabilité, où là encore, on peut retrouver beaucoup de métiers différents finalement dans cet univers-là. La troisième, qui est aussi très connue des étudiants parce qu'elle est connue pour être très formatrice, c'est plutôt la filière d'audit, alors interne, externe ou au travers de missions d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes, par exemple. Et la quatrième, qui n'est pas forcément très active ou présente au sein des PME, mais plutôt dans les grands groupes, c'est la fonction de trésorerie, qui, en fonction de la taille de l'entreprise, va occuper une place plus ou moins importante dans la fonction ou dans la direction financière. Et donc, comme je l'ai dit, dans chacune de ces fonctions, de ces filières, plusieurs métiers dont les objectifs vont être parfois très différents selon le type de structure de l'entreprise, selon la taille de l'entreprise, par là j'entends son volume d'activité, ou encore juste le contexte économique de la société concernée. Ça peut avoir son impact je dirais, dans l'approche qu'elle aura du poste ou de la fonction des métiers en particulier. Donc, je disais, pour ne citer quelques exemples, dans la filière contrôle de gestion, on aura différents types de métiers qui pourront avoir une approche plutôt centrée opérationnelle ou plutôt holding ou gestion siège, notamment consolidation de comptes ou comptes sociaux notamment. On peut aussi avoir des typologies de métiers qui vont être différentes selon les segments, donc en fonction de la taille de l'entreprise, on peut avoir différents segments qui vont venir structurer le contrôle de gestion. Pour ce qui est de la comptabilité, ce sera plutôt par type de tâches, de fonctions, je dirais. Donc, on a le premier segment qui est connu, c'est la comptabilité générale. Et puis après, on peut avoir des segments plutôt concentrés par activité, donc comptabilité client, fournisseur. Là encore, qui peut être très différent. Le même métier selon l'entreprise peut être très différent selon qu'on soit sur une approche opérationnelle ou plutôt liée à la consolidation de comptes au niveau d'un siège, par exemple. Mais je pense qu'on aura l'occasion de détailler forcément un peu plus lors de notre échange. D'accord, donc ça, c'est vraiment tous les postes qui sont accessibles pour un premier CDI ou une alternance en finance comptabilité. Donc, c'est-à-dire que même pour le métier de contrôleur de gestion, il y a différents types de métiers. C'est contrôleur de gestion fonctionnel ou contrôleur de gestion holding. C'est ça, donc c'est-à-dire que fonctionnel, ça peut être contrôleur de gestion industrielle ou contrôleur de gestion commerciale, non? C'est ça? Oui, alors, pour le coup, il y a différentes, comment dirais-je, différents, différentes typologies de contrôle de gestion. D'abord, selon
le type, pardon, commençons d'abord par le type la taille de l'entreprise. Selon qu'on soit en PME ou dans un grand groupe, l'approche du contrôle de gestion sera segmentée de manière différente. Prenons un exemple presque caricatural, mais une start-up une start-up sera peut-être pas le meilleur exemple, mais en tout cas une très petite structure où la direction financière sera composée de moins de 5 personnes. Il y a très fort à parier, en tout cas j'y mettrai ma main à couper, que le contrôleur de gestion dans cet environnement-là va avoir une casquette de généraliste et va couvrir l'ensemble de l'activité du compte de résultat, du haut jusqu'en bas, donc du chiffre d'affaires jusqu'au résultat, et va avoir un niveau de responsabilité qui sera très large, très diversifié, et on attendra de ce profil-là une vraie flexibilité à couvrir une diversité de sujets assez large. À l'inverse, dans un grand groupe, qui dit grand groupe dit a priori, et dans la plupart des cas, ça sera le cas, une direction financière importante en termes de personnes, en termes de nombre de personnes, en termes de volume d'activité à traiter évidemment, et donc des objectifs qui vont être très segmentés. Et vous pouvez avoir un contrôleur de gestion dans un grand groupe qui n'aura par exemple aucune idée de ce qui se passe par exemple sous la ligne marge et dont son seul scope, son seul champ de vision entre guillemets sera concentré uniquement sur le chiffre d'affaires, éventuellement sur la marge brute. Et ce que je suis en train d'essayer de dire par là, c'est selon la taille de l'entreprise, la fonction même de contrôle de gestion ne naviguera pas autour des mêmes objectifs. Et donc, le quotidien de la personne peut être complètement différent d'une entreprise à l'autre. D'accord, ok. Donc on voit quand même, c'est très varié, mais bien sûr dans les grands groupes, ce qui est normal. Et est-ce que tu penses que les jeunes diplômés, ils doivent bien choisir le secteur qui leur convient pour travailler dans ces métiers-là que tu viens de citer? Est-ce que c'est important de bien sélectionner le secteur? Alors, la réponse est clairement oui. Par contre, comment dirais-je, la difficulté, c'est comment faire ça. J'essaie de me remettre dans les baskets du Nassim qui a commencé justement en contrôle de gestion. Je ne sais pas où vous en êtes, mais moi, ma première question, c'était, en fait, je ne sais pas. Tout ça, je l'ai découvert dans le cadre de mes premières expériences. Et pour être franc avec vous, le premier poste de contrôleur de gestion que j'ai obtenu, non seulement je ne me suis pas posé toutes ces questions, mais en réalité, j'en avais même aucune idée. Je n'avais aucun moyen d'anticiper le fait que ça allait se passer comme ça. Donc, ce que je vous dis là, et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là en introduction, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est finalement de ne pas écouter les conseils que je vais vous donner, mais de vous forger votre propre opinion au travers de tests, puisque ce qui va être vrai pour moi ne l'est pas forcément vrai, ne l'est pas forcément pour vous. Et finalement, ma vérité, elle n'est que le fruit de ma propre expérience, des conseils que moi j'ai pu prendre. Il y a ceux qui m'ont servi, d'autres qui m'ont un peu moins servi. Mais ce que je vous dis là, ce que je vous partage, c'est avant tout un vécu qui n'est que le mien et qui ne sera pas forcément la vérité, mais une vérité, si je puis l'exprimer comme ça. Mais pour revenir à ta question, oui, le secteur est très important. Si je prends deux exemples ou quelques exemples pour essayer de situer en quoi les secteurs vont être très impactants sur finalement la nature même du poste. Prenons un exemple d'un contrôleur de gestion qui va évoluer dans un secteur d'activité comme l'industrie ou par exemple la fabrication ou le stockage d'un produit. Donc on a des matières premières qu'on transforme et donc il y a une vraie unité de production. Il y a fort à parier que le contrôleur de gestion qui évoluera dans cet environnement-là, son quotidien va naviguer autour de sujets liés autour de l'optimisation des coûts de production, autour de l'optimisation des coûts de manière générale de toute la chaîne d'approvisionnement, le coût et le suivi de l'achat des matières premières, le coût de production. Et donc, son travail, a priori, je dis bien a priori, va être d'optimiser et de fluidifier toutes ces interactions. Et donc, il sera a priori plutôt orienté production et optimisation des coûts. Si on prend maintenant l'exemple d'un contrôleur de gestion dans un secteur comme le retail, par exemple, que ce soit en e-commerce ou pas d'ailleurs, là, on sera plutôt, là encore, a priori, dans un environnement où le nerf de la guerre, ce sera la supply chain ou l'optimisation des stocks, comment fluidifier nos stocks, comment être le plus possible en flux tendu. Donc, c'est pas nécessairement la même gymnastique, c'est évidemment pas les mêmes indicateurs qu'il faut mettre en place, c'est pas les mêmes tableaux de bord,
Et ça peut avoir pour effet de créer, enfin, c'est déjà presque, je ne vais pas dire deux métiers, on reste sur la même méthodologie à appliquer, mais on est sur deux schémas différents. Et je prends un troisième exemple pour encore plus marquer le coup. Imaginons un contrôleur de gestion dans un secteur comme les SS2I, par exemple, ou même le BTP, d'ailleurs, donc j'y pense. Là, on sera a priori encore dans un autre univers où le focus, il sera peut-être plus sur un aspect gestion de projet. Et on voit juste avec ces trois exemples que sur le papier, c'est un poste de contrôleur de gestion, mais qu'en pratique, au quotidien, la méthodologie restera transversalement, si je peux dire ça comme ça, la même, mais les tableaux de bord seront radicalement différents. Et donc, faire vivre ces tableaux de bord demandera une gymnastique qui sera différente. J'espère que je réponds à la question. D'accord. Ah oui, oui, c'est très clair, mais on voit qu'en fait, le métier diffère vraiment selon les secteurs, et si on a un intérêt pour le secteur, bah, ça va changer le quotidien. Donc, c'est important de bien choisir le secteur. Et par exemple, toi, quand tu as exercé avant, vu que tu as exercé, là, tu nous as parlé du secteur industriel, donc on voit à peu près, mais quand tu as exercé chez Amazon en e-commerce, Ouais. quelles étaient justement tes missions comparées aux missions quand tu étais dans le secteur industriel, même si tu étais directeur financier et pas contrôleur de gestion? Bah là, pour le coup, ça rebondit un peu sur ce que je disais tout à l'heure. Chez Amazon, le nerf de la guerre, c'était la gestion. Et c'est pas à vous que je vais apprendre ça. Maintenant, Amazon est devenu ce qu'ils sont. Mais à l'époque, je suis pas si vieux que ça, mais à l'époque, le marché français était tout jeune et on venait seulement d'ouvrir l'Italie et l'Espagne. C'est vous dire, aujourd'hui, Amazon, c'est un monstre, mais on le voyait déjà venir, mais c'était pas encore le cas. Et le nerf de la guerre, c'était la gestion des flux tendus. Donc moi, mon objectif, c'était de suivre et de mettre en place des procédés. Donc, il y avait beaucoup de gestion de projet aussi, parce que c'est comme ça qu'on bosse chez Amazon, mais ça va être plus lié à la culture d'entreprise aussi, on pourra peut-être y venir. Donc, il y avait beaucoup d'aspects gestion de projet. Et le nerf de la guerre, le quotidien, c'était autour de l'optimisation des stocks, la gestion des flux tendus et comment on peut faire en sorte que les produits qui arrivent restent le moins possible en stock avant d'être livrés pour évidemment optimiser les coûts et faire des économies d'échelle. Alors que dans l'univers industriel dans lequel j'ai évolué, là pour le coup j'avais deux environnements différents. Un premier environnement avec la gestion d'une ligne de production, où là l'enjeu c'est comment on peut produire mieux, plus vite et du coup à moindre coût, comment on peut sourcer et accompagner les services achats notamment, donc là plutôt une interaction sur l'achat des matières premières et là aussi comment on peut optimiser nos coûts et fluidifier les processus. Et dans un deuxième temps, plutôt sur une expérience de distribution, où il n'y avait pas d'aspect de production, où là, c'était plutôt sur l'aspect de la phase commerciale. Et là, j'étais plutôt positionné en support de l'activité opérationnelle de vente et technique également. Et les sujets naviguaient plutôt autour d'optimisation du PNL, du résultat, au travers de support à la stratégie commerciale. Donc, on le voit sur juste quelques exemples. Les interlocuteurs vont être différents, les objectifs vont être différents. Et donc, si on se met dans le costume du contrôleur de gestion, même si la réflexion reste la même, il s'agit, le nerf de la guerre, ce sera toujours, ça c'est, peu importe où le poste de contrôleur de gestion, il a finalement deux objectifs, c'est aider à maîtriser et optimiser la marge ou le résultat net. Il n'y a pas de secret, peu importe ce qu'on fait, peu importe l'activité, ce sera toujours ça la cible. Mais on voit bien au travers de ces exemples que là, je m'adresse surtout à ceux qui sont en recherche de leur première expérience ou qui vont consolider après peut-être un stage ou en recherche du premier CDI, qu'en fonction de l'entreprise dans laquelle ils vont arriver, leur quotidien, il peut être complètement différent, les interlocuteurs peuvent être différents, la nature et le descriptif des tableaux de bord qui vont être amenés à faire vivre va être différent. Et c'est intéressant de se poser ces questions, même si je vous rassure, vous n'aurez pas les réponses à toutes ces questions avant de les vivre, je pense. D'accord. Et du coup, ça veut dire, si tu pouvais nous parler un peu des missions que peut faire un jeune diplômé, alors ça va être une question un peu large, donc on va essayer de synthétiser. Tu nous as parlé des différents métiers possibles, c'est-à-dire si on parle d'un grand groupe, parce qu'il y a plus de métiers. En grand groupe, on peut travailler en trésorerie, il y a aussi le métier de cash management, le financial planning analyst, la comptabilité, le contrôleur de gestion.
fonctionnel, etc. Si tu peux nous... Après, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de fréquenter des personnes qui font des métiers aussi différents, mais quand on est jeune diplômé et qu'on débute dans ces métiers, est-ce que tu peux nous dire à peu près, pour chaque métier, quelles sont les missions que font les jeunes diplômés? Pas un contrôleur de gestion senior, mais quelles sont les missions qui sont confiées à un jeune diplômé pour ces différents métiers ou ceux que tu connais en tout cas? Alors, déjà, j'ai une première, j'espère, bonne nouvelle. En tout cas, là encore, je parle de mon expérience. Malheureusement, j'en ai entendu qu'on a eu des moins bonnes. Mais la bonne nouvelle, c'est que de manière générale, en finance comptabilité ou en finance d'entreprise, un poste de junior n'est pas un poste de manière générale dévalorisé et le type de tâches qu'on lui confère sont de manière générale exactement les mêmes que celles d'un profil un peu moins junior. La seule chose qui va différer, ça va être par définition le niveau de responsabilité ou l'enjeu autour de certaines tâches. Je vais essayer de prendre quelques exemples concrets. Un contrôleur de gestion junior, peu importe le type de secteur ou autre, sur le papier aura exactement les mêmes responsabilités et va couvrir le même type de tâches qu'un contrôleur senior. La seule distinction, elle se fera soit sur le niveau de responsabilité ou de partage de responsabilité des tâches qui sont confiées. Exemple, un contrôleur de gestion junior, on ne lui demandera pas, dès sa première année, d'élaborer seul un budget. Par contre, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et je ne sais pas si j'ai eu de la chance ou quoi, mais dans mon entourage et de mon propre vécu, j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose de partagé. Il ou elle va y participer et être mis à contribution dès son entrée en fonction. Ce que je suis en train d'essayer de dire là, c'est qu'il n'y a pas, si vous voulez, comme dans certaines typologies de métiers, de crans très symboliques à franchir entre le junior, le entre guillemets standard et le senior. Dès la prise de fonction, normalement, on vous responsabilise sur des actions qui sont clairement à valeur ajoutée. Et simplement, il y aura soit un point de contrôle sur les tâches qui sont entre guillemets critiques, soit un accompagnement à travailler d'abord en collaboration avant de les faire seuls, notamment sur les tâches qui sont liées à, par exemple, l'élaboration d'un budget, mais sur le suivi des écarts, par exemple, qui est une des tâches majeures aussi pour un contrôleur de gestion. On est assez vite, normalement, lâché dans le bain. Pour la partie comptabilité, pour donner d'autres exemples, ça va être là aussi la même chose. Selon qu'on soit en comptabilité générale, client ou fournisseur, on a plutôt tendance sur ces métiers-là à responsabiliser assez tôt les collaborateurs. Et la seule distinction entre un junior d'un moins junior, ça va être juste soit la taille du portefeuille, si on est en comptabilité client par exemple, qu'on va assigner à la personne, ou soit ne pas lui laisser gérer certains comptes par exemple qui sont compliqués. Ou, voilà, c'est des exemples qui me viennent en tête. Mais sur le papier, la notion de junior n'est pas comment dirais-je, si symbolique d'un vrai écart en termes de type de tâches et de type d'action menée. D'accord. Et est-ce que tu as eu l'occasion, par exemple, de travailler avec des personnes en trésorerie? Est-ce que tu peux nous dire, par exemple, ce que fait un junior en trésorerie si tu as eu cette opportunité? Alors, pour le coup, là, c'est un bon exemple. En trésorerie, ce sera différent par rapport à ce que je viens de dire. Je ne vais pas dire l'inverse, mais en trésorerie, ça peut être différent. Pourquoi? Parce que la trésorerie, très souvent, enfin, comme son nom l'indique, est liée à la gestion du cash de l'entreprise. Et très souvent, enfin, il y a deux tâches qui peuvent avoir un aspect très critique. Et d'ailleurs, c'est aussi vrai en comptabilité client ou fournisseur, c'est la notion d'engagement, de paiement, soit à l'envoi, soit à la réception. Donc, très généralement, les entreprises, dès qu'il s'agit de validation de paiement, mettent en place des processus en matière de protection contre la fraude, mais pas que, qui vont un peu sécuriser un certain nombre de ces tâches-là. Donc, il n'est pas rare qu'un trésorier junior ne soit pas du tout, dans ses premiers mois de fonction, intégré, par exemple, dans les processus de validation de paiement ou de tâches peut-être encore un peu plus critiques quand il s'agit d'évaluer la santé financière de tel ou tel partenaire, que ce soit fournisseur ou client. On ne lui confiera a priori pas ce genre de tâches, ou en tout cas le pouvoir,
de décision finale d'appuyer sur le bouton. Mais là encore, sur comment dirais-je, la diversité des tâches qui sera celle d'un junior, elle sera pas négligeable non plus. Et en tout cas, de mon expérience et de mon vécu, les juniors ne font pas beaucoup moins que leurs aînés en termes de diversité de tâches. D'accord. OK. Et du coup, là, on a vu, donc, c'est-à-dire quand tu es jeune diplômé, tu as l'opportunité de travailler en contrôle de gestion, mais vraiment dans différents types d'entreprises. Tu peux travailler on l'a vu, hein, dans les grands groupes, le contrôleur de gestion, c'est un peu plus précis. Il y a des contrôleurs de gestion fonctionnels, contrôleurs de gestion holding, en PME ou en petite start-up. En général, il n'y a que le contrôleur de gestion. Selon toi, comment un jeune diplômé peut-il faire face, choisir au mieux le type d'entreprise qui lui correspond réellement? Parce que les tâches vont varier quand même, ça ne sera pas la même chose et c'est important pour l'épanouissement professionnel. Donc, est-ce que tu conseillerais, étant donné que tu as quand même exercé, bon, Amazon, ce n'était pas un grand groupe à l'époque, mais quand même, et tu as exercé aussi dans des PME, donc quels conseils tu pourrais donner? Alors ça, c'est une très bonne question. Et je pense que c'est la question, enfin, j'imagine, en tout cas moi, pour me l'être posée, j'imagine que c'est la question que lorsqu'on démarre, quelle que soit l'activité, on se la pose. Alors, avant toute chose, avant de vous donner quelques conseils, je vous redis ce que je vous ai dit en intro, à savoir, il n'y a rien de mieux, enfin, personne ne fera mieux que vous en termes de ressenti. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a que vous, finalement, qui pouvez, au travers d'essais, d'échanges avec telle ou telle personne, il n'y a que vous qui peut vraiment savoir ce qui vous plaira. Une fois qu'on a dit ça, le premier conseil que je vous donnerai, c'est profiter de l'ère dans laquelle on est, à savoir un accès à une dose d'information, on en a presque trop, mais ça c'est un autre débat, et surtout un accès gratuit à une base de données de contacts. Juste pour n'en citer qu'un, LinkedIn, c'est un moyen formidable de pouvoir prendre contact avec des millions de personnes que vous ne connaissez pas. Donc mon premier conseil, ce serait le suivant. Si vous ne savez pas quel type de poste vous voulez viser, ou si vous savez quel type de poste, mais vous ne savez pas quel type d'entreprise, quel type de secteur, vous ne savez pas par où commencer, la première chose que je ferais, c'est d'abord de lister toutes les possibilités. Il y en a peut-être beaucoup, mais prenez le temps de lister quels seraient d'abord les types de métiers pour lesquels vous pourriez être intéressé. Ensuite, posez-vous la question du type de secteur avant de penser à des marques ou à des noms particuliers. Est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui attirent votre attention? Et enfin, posez-vous la question du type de la taille et du type d'entreprise. Est-ce que c'est plutôt les petites, moyennes ou grandes entreprises qui vous intéressent? Et je vous rassure, si vous n'en avez aucune idée, vous pouvez toujours appliquer le conseil que je vais vous donner là. Listez, allez sur LinkedIn et tapez tout simplement avec les barres de recherche ou en utilisant des opérateurs booléens. Je pense que vous êtes tous meilleurs que moi à ce genre de choses. Il y a juste à taper ça sur Google et vous trouverez comment faire ça. Et trouvez des gens sur LinkedIn qui occupent ce poste dans les entreprises que vous avez ciblées. Et contactez une centaine de personnes. Vous utilisez le même message, peu importe. Vous en aurez au moins une sur chacun des métiers que vous aurez ciblés qui vous répondra. Et demandez-leur tout simplement s'ils ont juste 15 minutes à vous consacrer. Et posez-leur des questions. C'est quoi ton job? À quoi ça ressemble? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur ton quotidien? Quelles sont les tâches que tu fais au quotidien? J'envisage peut-être de faire ce métier. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et quelles sont les spécificités par rapport à l'entreprise dans laquelle tu es, etc. Ça ne va pas répondre à toutes vos questions, mais ça aura au moins le mérite de vous donner beaucoup de vécu personnel. Enfin, ça va commencer à vous dire ça me plaît, ça me plaît pas, ça me fait peur, ça au contraire, ça m'intéresse. Ça va vous aiguiller sur le type d'entreprise que vous pouvez éventuellement cibler ou le type de poste. Il y a 3 questions que je vous inviterai, enfin, ça peut être déjà un deuxième conseil, que je vous invite à vous poser. Donc, c'est pour aider à catégoriser, je dirais. C'est la plus importante, si vous y arrivez, mais si vous n'y arrivez pas, c'est pas la fin du monde, c'est d'abord quel métier, est-ce qu'il y a un métier en particulier, quelle fonction m'intéresse particulièrement. 2, c'est quel secteur, s'il y en a un ou plusieurs qui vous intéressent particulièrement. Et 3, c'est plutôt la taille ou le type de société, puisque selon qu'on soit en petite ou en grande entreprise, vous le verrez en échangeant avec des gens qui sont dedans et qui ont ce vécu-là, ça peut présenter beaucoup de différences. Et
Si vraiment, comme je l'ai dit, vous n'avez pas de réponse à aucune de ces trois questions, vous pouvez toujours, comme je l'ai dit, euh, contacter ces gens-là donc des gens d'univers et de filières et de métiers différents, vous imprégner des échanges que vous aurez eus pour vous aiguiller un peu plus sur vos recherches. Si, une fois que vous avez fait tout ça, vous ne savez toujours pas comment vous positionner et que pour vous, c'est un peu du pareil au même où vous avez du mal, et c'est normal à ce stade-là, à percevoir les différences selon les secteurs, etc., bah, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est de, entre guillemets, sauter dans le bain. Moi, je vous parle de mon propre vécu et de mes, enfin, je ne vais même pas parler d'erreur, c'est juste du vécu. J'en avais strictement aucune idée et je postulais simplement, lorsque je cherchais un poste de contrôleur de gestion, à tous les intitulés contrôleur de gestion, petite, grande entreprise, tout secteur. J'ai postulé, j'ai eu des entretiens et les entretiens m'ont aussi permis de me situer et me dire qu'il y avait certains secteurs qui n'étaient clairement pas pour moi ou certains types d'entreprises qui n'étaient pas pour moi. Ces échanges-là, ne les voyez pas, si ça mène à rien, par exemple, ne les voyez pas comme des échecs. Ce sera toujours un échange qui vous plantera au mieux une petite graine dans la tête qui vous servira plus tard, et au pire, au moins un échange qui vous aidera à vous dire ça j'aime bien, ça j'aime un peu moins. Et je finirai, je suis peut-être un peu long là-dessus, je suis désolé Soraya, je finirai avec un petit conseil qui ne regarde que moi, ça n'engage que moi, c'est pas la vérité, c'est juste ma vérité. Mais si vraiment vous ne savez pas quelle voie vous branche et que vous êtes vraiment perdu, mon conseil, ce serait de ne pas, notamment et surtout en contrôle de gestion, de ne pas foncer vers la facilité d'un poste dans un grand groupe. Je m'explique. En rejoignant un grand groupe, il y a une probabilité très importante de rejoindre une grosse direction financière, donc très segmentée, avec une approche tout aussi segmentée, avec un contrôle de gestion pour la partie top line ou gestion du chiffre d'affaires et marge, un contrôle de gestion spécialisé plutôt sur les costs, donc CAPEX et les coûts de manière générale, un autre qui va être sur la gestion de projet, un autre qui sera plutôt orienté sur le social ou voire la paye, un autre qui sera rattaché au siège et qui sera presque déjà plus du contrôle de gestion, mais plus de la consolidation, où on sera sur du reporting de manière assez lourde et où on est plutôt déconnecté de la réalité du terrain et de l'opérationnel. Ces postes-là, ils sont évidemment intéressants. Je ne suis pas en train de dire qu'ils ne le sont pas, mais ils ont un défaut, selon moi, un inconvénient lorsqu'on démarre et qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Si vous savez ce que vous voulez faire, bah, allez-y. Surtout si vous voulez bosser pour ces grands groupes, allez-y si vous avez l'opportunité. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, si vous voulez essayer, si vous voulez avoir la chance d'être dans un environnement où vous allez pouvoir goûter à tout, ne rentrez pas dans un grand groupe parce que vous n'allez voir qu'une toute petite partie de l'iceberg. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une direction financière très segmentée, avec une cartographie un peu lourde. En rejoignant une plus petite structure, donc start-up, petite entreprise ou PME, la probabilité que votre poste ait une forte exposition est beaucoup plus importante. Vous allez toucher beaucoup plus à tout. Ça va être plus lourd parce que forcément, par définition, vous allez être sollicité sur des sujets divers et variés. Mais en termes d'enrichissement personnel, quand on ne sait pas ce qu'on veut, ça va vous permettre de goûter un peu à tous les plats. Vous allez interagir avec les fonctions commerciales, avec les fonctions IT, avec les fonctions techniques. Vous allez avoir une maîtrise totale d'un PNL du haut jusqu'en bas, du chiffre d'affaires jusqu'au résultat. Ça va vous permettre normalement de répondre à toutes ces questions que vous pouvez vous poser et à savoir ce qui vous plaît beaucoup de ce qui vous plaît un peu moins. Et logiquement, ça vous permet, dès le job d'après, ou si ce n'est en évolution de cette entreprise, d'être beaucoup plus certain ou certaine de ce que vous allez chercher en expérience et d'être beaucoup plus niché ou ciblé, entre guillemets, dans votre recherche. Par contre… Et comment… Oui, pardon, par contre… Oui, j'allais juste dire, par contre, il y a un inconvénient à faire ça. Il y a un risque, pardon, c'est que quand on rejoint une petite structure, on ne bénéficie pas de l'effet un peu carte de visite qu'on a quand on rejoint un grand groupe. Je sais que, moi, je suis passé par là. Quand on rejoint un grand groupe, on se dit, surtout pour un premier CDI, on se dit c'est génial parce que derrière, je vais pouvoir me vendre. Et c'est vrai que c'est un peu moins vrai aujourd'hui dans un marché qui se dilue de plus en plus et on n'a pas peur surtout la nouvelle génération, on n'a pas peur de prendre des risques, entre guillemets, et de s'engager sur des projets de start-up, par exemple. Mais il y a encore beaucoup de recruteurs un peu à l'ancienne, dont je ne fais pas partie, mais il y en a beaucoup, je sais, qui pensent comme ça, ou d'entreprises d'ailleurs, qui pensent comme ça, et qui vont craindre
recruter des gens qui ne viennent que de petites structures, entre guillemets, de noms inconnus. Donc, c'est le petit inconvénient. À rejoindre une petite structure, on n'a pas l'effet carte de visite. D'accord, bon. Et quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont en finance et qui hésitent entre un métier en trésorerie, en cash management, contrôleur de gestion fonctionnelle, contrôleur de gestion holding? Comment il peut prendre sa décision, du coup? On revient un peu sur, entre guillemets, enfin, je ne vais pas dire les fondamentaux, mais les questions auxquelles il est très difficile de répondre. Par définition, toutes les personnes à qui vous allez parler de ça, qui auront plus ou moins d'expérience, auront un avis à vous donner. Mais comme moi, elles vont vous donner leur avis. Leur avis sera basé sur leur expérience et surtout sur ce qu'ils aiment. Donc, c'est très compliqué de vraiment se faire accompagner. Moi, je suis de la génération qui a bénéficié des horribles services des conseillers de désorientation. Si je compte les fois où on m'a conseillé, et en bonne intention, c'est-à-dire qu'en face de moi, j'avais des gens qui vraiment voulaient m'aider, mais m'ont donné des conseils. Heureusement que je les ai pas suivis, quoi. Donc, ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que malheureusement, ça, c'est une question à laquelle on veut tous quelqu'un qui vient nous voir et qui nous prend par l'épaule, il nous dit, t'inquiète pas, j'ai la réponse à ta question. Ça j'ai envie de vous, désolé pour la réponse, mais ça n'existe pas. Le seul moyen pour vous de trouver votre truc, c'est comme dans la vraie vie, c'est en essayant. Alors, quand on débute, on craint de se lancer de s'embarquer dans une aventure qui, si c'est pas la bonne, va nous faire perdre du temps. Je suis très bien placé pour vous dire aujourd'hui, et surtout dans un contexte de reconversion professionnelle, qu'il n'y a pas de temps perdu. Ce sera toujours une bonne expérience de prise, puisque si une expérience ne vous mène pas à un épanouissement personnel, elle aura au moins eu le mérite de vous aider à savoir ce que vous ne voulez pas. Et ça vaut de l'or. Et donc, ça répond pas à ta question, j'en suis désolé, Soraya. Mais le meilleur conseil que je peux donner, soit c'est de faire un peu comme je le disais auparavant, à savoir lister toutes les possibilités possibles et se rapprocher de gens dont c'est le quotidien, dont c'est le métier, de tenter d'avoir un échange avec eux et de s'imprégner de leur vécu. Mais là où je vous en demande beaucoup, certes, mais là où ça peut vraiment vous servir, c'est de prendre toutes ces informations comme une éponge, mais de ne pas les appliquer bêtement, juste de les faire passer par votre filtre, si je pouvais dire ça comme ça, sans entrer dans une approche plus poétique, mais d'éponger les informations que vous allez absorber, mais ensuite de les faire ressortir à votre manière, avec votre vécu, vos attentes. Et je sais que c'est compliqué quand on ne sait pas, mais il n'y a qu'en essayant que vous ressentirez vraiment les sujets sur lesquels vous avez une appétence ou pas. Ok, parfait. Et pour conclure, du coup, pour cette partie, la dernière question avant de passer à la création d'un CV, selon toi, quelles sont les compétences techniques qu'un candidat doit maîtriser avant son entretien en direction financière? Donc, toujours pour un jeune diplômé. Alors, déjà, il y a deux choses que je dirais. Parce que je l'ai vu et je l'ai vécu, il y a un nombre hallucinant d'annonces pour des postes juniors où on demande le fameux mouton à je ne sais plus combien de pattes, là, mouton à 5 pattes. On annonce que le poste est ouvert potentiellement à des profils juniors ou sans expérience. Et ensuite, quand on déroule la liste des besoins, c'est du grand n'importe quoi. Donc déjà, avant même de répondre à la question, je dirais, quand vous êtes face à une annonce qui est claire sur le niveau d'expérience attendu et que vous le savez, c'est une évidence, il y a erreur sur la marchandise. C'est-à-dire que le poste s'appelle contrôleur de gestion junior, mais dans la liste des prérequis, il demande un niveau d'expérience que vous n'avez pas. Mon conseil, il est peut-être contre-productif, mais c'est ne perdez pas de temps, à postuler sur ce genre d'annonce, puisque l'entreprise elle-même, à mon sens, a mal défini ses besoins. Et eux-mêmes ne sont pas nets, j'ai envie de dire, sur le fait qu'ils recherchent vraiment un junior. Parce que rechercher un junior, c'est avoir une annonce qui annonce la couleur et qui ne demande pas une liste longue comme le bras de compétences. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, pour répondre à ta question, si on reste cohérent sur un poste de junior, la liste des compétences techniques ou hard skills, comme on dit, doit pas être gigantesque. Sinon, c'est qu'on n'est pas cohérent avec le besoin. Donc, logiquement, ce qu'on attendra de vous, ça va être d'avoir des bases comptables que vous pourriez avoir soit au travers de votre parcours de formation, idéalement complété par un stage
plus pertinent sera le stage. Plus le stage est en lien avec le poste pour lequel vous postulez, plus l'histoire sera lue par le recruteur, d'abord sur le CV, puis ensuite que vous développerez en entretien de manière cohérente, et plus vous avez de chance, évidemment, d'attirer l'attention. On vous demandera certainement d'être à l'aise sur l'utilisation de tous les outils informatiques, et donc par là, j'entends Excel, Power BI qui commence à prendre aussi de plus en plus de place, et de manière générale, la suite Office. Et logiquement, j'insiste, si on est cohérent, elle ne doit pas être beaucoup plus large que ça, la liste de compétences techniques attendues sur un poste vraiment junior où on ne demande pas d'expérience. Sur le volet des compétences comportementales ou soft skills, très souvent, en finance d'entreprise, que ce soit en contrôle de gestion ou en comptabilité, ce que vous verrez quasiment tout le temps, c'est esprit analytique, esprit de synthèse, et selon la typologie du poste, en compta ou en contrôle de gestion notamment, un aspect de rigueur, d'organisation, de planification. Et il y a un autre, comment dirais-je, aspect qu'on n'a pas évoqué, c'est au niveau de la filière d'audit. Alors là, on en a peu parlé, mais c'est une filière qui est à la fois très connue pour des bonnes et des mauvaises raisons, mais je sais qu'en école ou en fac, c'est un gros vivier d'entrée sur le marché de l'emploi en finance d'entreprise, notamment les cabinets du top 4. Là aussi, j'en parle en 2 mots, même si je dévie un peu du sujet, mais pour revenir sur la question d'avant, ça peut être aussi une bonne option quand on ne sait pas ce qu'on veut en termes de type d'entreprise ou autre. Pourquoi? Parce que par définition, vous allez enchaîner des missions, vous allez enchaîner des missions dans des entreprises différentes, de tailles différentes, de secteurs différents, avec des directions financières qui potentiellement sont structurées de manière complètement différente. Donc, dans une logique d'apprentissage et entre guillemets, de recherche, de développement personnel pour pouvoir identifier les sujets qui vont vraiment vous intéresser et pour lesquels vous avez une appétence, ça peut être aussi une bonne option pour vous. L'inconvénient, par contre, c'est que par définition, vous enchaînez les missions, donc il n'y a pas de notion de développement de réseau et d'équipe, entre guillemets, à long terme, mais plutôt un enchaînement de missions. Donc, ça demande une certaine gymnastique, c'est assez éprouvant. C'est pour ça qu'en général, on ne fait pas ça pendant 10 ans non plus. Désolé, j'ai un peu dit ça. Non, mais en tout cas, c'est de très bons conseils parce que c'est très, très important cette partie orientation professionnelle. Mais on va passer du coup maintenant au cœur du sujet. Donc, la création de CV en finance et comptabilité. Donc, c'est ce que tu nous as dit durant tes expériences. Donc, c'est vrai que là, maintenant, tu es spécialisé dans le recrutement des cadres dirigeants, mais tu as, à l'époque, quand même recruté aussi pas mal de jeunes diplômés. Donc, en tant que directeur financier, notamment en PME. Et d'après des statistiques, et c'est ce que beaucoup de recruteurs disent, lorsqu'ils analysent un CV, ils prennent moins de 8 secondes pour l'analyser. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'était ton cas aussi? Alors, je pense que c'est le cas parce qu'effectivement, je l'ai entendu mais des centaines et centaines de fois. Moi, je dois être une exception, en tout cas pour l'instant, parce que je dois passer. Je vous avoue que je me suis jamais mesuré, mesurer le temps entre guillemets que je prenais, mais je dois prendre beaucoup plus que 8 secondes aujourd'hui, probablement 30 secondes, peut-être un peu plus. Sûrement d'abord parce que je suis pas recruteur de formation, donc ça viendra peut-être avec le temps, et surtout parce que, comme on l'a dit, par rapport au type de profil que je recherche, moi je suis plutôt en approche directe, c'est-à-dire que c'est moi qui cours après les candidats entre guillemets et qui tente de les séduire entre guillemets avec les opportunités que j'ai à leur présenter. Donc dans ce contexte-là, c'est plus moi qui fais l'effort de m'imprégner de leur profil. Donc par définition, je vais passer un peu plus de temps sur leur profil LinkedIn ou autre. Maintenant, dans les cas, parce que ça m'arrive, où je passe une annonce et donc je reçois des CV, je suis pas encore au stade. Vu les types de postes que je cherche en tant que recruteur, où je reçois des centaines de CV, je reçois quelques dizaines. Donc, j'ai encore le temps, parce que je pense que c'est l'histoire des 8 secondes, c'est lié j'y viendrai après, mais c'est lié à 2 choses, le temps et le fait de savoir ce qu'on cherche. Donc, moi, je passe plus de temps que ça. Mais si la barre des 8, la légende des 8 secondes est vraie, c'est pas forcément une mauvaise chose. C'est-à-dire que je pense que c'est lié à le fait que les recruteurs
dont c'est le métier. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, être rattachés à un service de recrutement à une entreprise. Je prends l'exemple de la dernière entreprise pour laquelle j'ai travaillé, où on recrute beaucoup de commerciaux et il y a un effet turnover qui est tel qu'on en recrute beaucoup en continu. Je pense pouvoir dire sans, 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 sans en dire trop, entre guillemets, que compte tenu du volume de candidatures qui est à traiter, on est obligé de développer un mécanisme où on va tout de suite à l'essentiel sur un CV parce qu'on n'a juste pas le temps de tous les lire avec plus de détails que ça. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'avec l'expérience, un recruteur, lorsqu'il cherche un métier en particulier, en l'occurrence, plus on va être spécialisé dans le type de métier qu'on recherche, plus on sait ce qu'on cherche. Et donc, on va tout de suite sur les 2-3 infos qui nous sont essentielles. Si le filtre est passé, on passe plus de temps. Si le filtre n'est pas passé, il y a un filtre automatique qui se fait dans l'esprit du recruteur. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. D'accord. Et du coup, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les jeunes diplômés n'ont pas forcément beaucoup de compétences. Donc, on ne demande pas non plus de tout savoir sur la comptabilité. Mais quelles sont les compétences clés? Donc, tu l'as mentionné tout à l'heure, hein, mais juste pour le redire, pour que ça soit clair, les compétences clés recherchées chez un jeune candidat sur son CV, qu'il faut absolument indiquer sur le CV, et notamment des compétences techniques. Bah, si je prends l'exemple, on prend un exemple concret peut-être d'un contrôleur de gestion, si ça te va. Oui, on peut prendre, vaut mieux prendre un exemple concret, oui. Ouais, donc en contrôle de gestion, par exemple, si on est encore une fois dans un contexte où le cahier des charges du côté de l'entreprise, il est juste, il est honnête, où on n'est pas en train de se vendre du rêve avec un mouton à 5 pattes, normalement, on annonce la couleur et on demande pas ou peu de hard skills, de compétences techniques, parce que par définition, profil junior, on ne lui demande pas d'avoir 3 ans d'expérience. Au mieux, il y a un stage significatif ou un CDD, en tout cas une expérience de moins d'1 an a priori. Donc logiquement, l'annonce dans le besoin, elle exprimera surtout et avant tout des compétences comportementales ou soft skills. Donc je le disais, la base de la base en contrôle-gestion, ça c'est des mots-clés qu'il doit y avoir absolument sur votre CV, peut-être qu'on y reviendra, mais c'est esprit analytique, esprit de synthèse, pour les contrôleurs, rigueur, planification, organisation, parce qu'on est dans une logique de cycle budgétaire, donc c'est juste la base. Et un terme qui reviendra quasi systématiquement maintenant, parce que c'est devenu un prérequis, ou en tout cas qui prend de plus en plus de place dans le poste de contrôle en gestion moderne, entre guillemets, c'est la communication. Écoute active, c'est aussi un terme qui peut revenir souvent dans les fiches de poste. Pourquoi? Parce que le contrôle gestion, il a un rôle de facilitateur, il a un rôle de partenaire ou de garde-fou selon la boîte, mais ça on peut en reparler. Mais quel que soit son rôle et sa casquette, il est au cœur de processus transverses. Il fait le lien entre des gens qui ne parlent pas forcément le même langage dans l'entreprise. Et donc, si on n'est pas un fin communicant, c'est très compliqué d'être de devenir un excellent contrôleur de gestion. Donc, normalement, avec ce que j'ai dit là, vous avez 80% de ce qui va être attendu en termes de compétences sur un profil super junior, un junior. Si maintenant, ils prennent la liberté, on va dire ça comme ça, de mentionner des compétences techniques, ça sera vraisemblablement quasiment toujours autour des mêmes sujets. Donc, les bases comptables et finances d'entreprise. On va parler de quoi? De la maîtrise des normes comptables, IFRS, pour les plus anciens ou ceux qui sont encore connectés à tout ça, tous les GAP, donc FR, US ou UK GAP qui sont encore appliqués par bon nombre d'entreprises. Des notions de gestion et d'élaboration de suivi budgétaire. Donc, si on a eu une expérience lors d'un stage, par exemple, en stage, on n'élabore pas un budget, mais vous pouvez avoir dans un stage ou même dans une expérience perso, hein, je peux aussi donner d'autres exemples en ce sens-là, une exposition à un exercice budgétaire, ça peut être demandé, en tout cas ça sera un gros plus pour un junior. Et évidemment, tout ce qui va tourner autour des processus de clôture comptable, donc en contrôle-gestion ou en comptabilité, ça va être des sujets qui peuvent être mentionnés comme des attentes ou voilà, pour les entreprises qui ne jouent pas vraiment le jeu, aussi des expériences, même si c'est compliqué de demander à un jeune diplômé d'avoir de l'expérience là-dedans, mais vous m'avez compris. Et après, les classiques, outils IT, bureautique et compagnie, Excel, Suite Office, et l'anglais qui aussi devient... ouais, je ne sais pas je serais curieux d'avoir les stats, mais ça devient presque
je le vois sur presque tous les besoins, et même sur les besoins que je prends moi, sur des postes où responsabilité ou pas, l'anglais devient presque banal et un besoin qui vient se greffer presque de manière automatique. Et justement, pour un candidat qui n'a pas d'expérience en direction financière, qui n'a pas vraiment fait de stage, qu'est-ce qu'il pourrait mettre en avant sur son CV? Bah, plus de choses qu'on le pense au premier abord. Moi, il y a plein de choses que j'ai, avec le temps et le recul, je me suis dit, mais ça, en fait, j'aurais dû le mettre sur mon CV, j'aurais dû en parler. Alors, déjà, il y a plusieurs aspects. Enfin, il y a ce qu'on met et il y a comment on le met. Donc, c'est deux sujets complètement différents. Mais d'abord, si j'essaie de répondre à ce qui pourrait être ajouté, ce qui pourrait être mis. Si vous avez des expériences du style, moi je sais que dans l'école que j'avais fait, il y avait une association dont j'avais été le trésorier à un moment. Ça, c'est clairement, surtout en finance, c'est clairement le genre de truc qu'il faut que vous mettiez sur votre CV parce que ok, c'est pas un CDI, ok, c'est pas un poste à forte responsabilité, etc. Mais c'est une belle exposition à des sujets qui finalement vont être ceux que vous allez couvrir au sein de vos postes en finance. Et ça, c'est clairement une expérience qu'il faut mettre en avant. Si vous êtes bénévole au sein d'une association, et là encore, que vous avez eu la chance de donner, ne serait-ce que juste donner un coup de main à la trésor, c'est pareil, à la trésor ou une action gestion d'un petit budget, ça peut être quelque chose qui peut être mentionné. Et il y en a même qui s'amusent. Moi, je me suis amusé une fois à avoir un CV. Ça m'a amusé, mais dans le bon sens du terme, d'un très jeune candidat qui avait évoqué le fait que c'est lui qui gérait le budget de sa famille. Il aidait ses parents, par exemple, à gérer un budget annuel. C'est bête, hein, mais ça montre la logique du candidat à vous passer un message. Enfin, l'intention du candidat, vous passez un message qui est je suis déjà en mode, je ne le suis pas encore, mais je suis déjà en mode contrôleur de gestion, je suis déjà en mode comptable, je suis déjà en mode trésorier. Je ne sais pas si ça vous parle, mais voilà le genre d'expérience qui peuvent donner un vrai plus à votre CV de les mettre en avant. Ouais. Ok, et quelles sont les erreurs peut-être quand tu sélectionnais des CV, parce que tu as recruté quand même une centaine de personnes, quelles sont les erreurs que tu retrouvais régulièrement sur les CV des jeunes candidats et qui sont rédhibitoires du coup? Rédhibitoire, je ne sais pas, mais ça va être un peu l'inverse de ce que je viens de dire là. En fait, ça va être sur la question d'avant, ce que j'aurais pu ajouter, c'est, enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le quoi, c'est-à-dire quelle information je peux ajouter, et ensuite il y a le comment je l'ajoute. Et j'ai pas trop développé cet aspect, et ça touche un peu à tes deux questions. C'est-à-dire que si vous avez été trésorier d'une association, il ne faut pas mettre trésorier d'une association. Si vous mettez ça, c'est bien, c'est déjà mieux que rien, mais vous ratez une opportunité. L'opportunité, c'est de dire qu'est-ce que ça vous a apporté, quelles sont les tâches que vous avez menées, quelles actions vous avez menées, quels résultats vous avez obtenus. Si vous arrivez à mettre ça, là, c'est banco, puisque vous mettez en avant, le fait que vous avez eu la chance ou vous avez créé vous-même l'opportunité d'avoir une première expérience dans un contexte, entre guillemets, où vous n'y étiez évidemment pas obligé, c'est vous qui avez créé cette situation. 2, vous mettez en avant le fait que vous avez déjà déployé, vous avez déjà fait vivre une action qui vous rapproche déjà un peu plus de l'étape d'après, qui est d'enchaîner sur un poste, quel qu'il soit. Et 3, vous vous valorisez en plus en mettant en avant un résultat obtenu. Et quand je parle de résultat, c'est pas forcément, on ne parle pas forcément d'argent, de résultats économiques, d'avoir réussi à réduire le budget par 2 ou je ne sais quoi. Ça peut être sur des petits détails, parce que sur un profil junior, on n'attend pas non plus la lune. Mais voilà, c'est mettre en avant ces 3 aspects. Donc pour revenir à ta question, les erreurs, ça va être un peu l'inverse. C'est-à-dire, de ne pas voir toutes ces choses-là, et 2, de les voir et de les voir de manière entre guillemets banale et non personnalisée. Un exemple que je peux citer, c'est les rubriques compétences, par exemple, ou les rubriques résumées. C'est pour moi de belles opportunités, surtout pour un junior, de mettre en avant certaines choses. Si vous les utilisez sans les personnaliser, c'est-à-dire en ne précisant pas ce que je viens de dire là, c'est-à-dire de mettre en avant des exemples concrets de mise en application, ce que ça vous a apporté, ce que ça vous a
ce que ça vous a appris et les résultats que vous avez obtenus, bah, du coup, ça peut avoir l'effet inverse de l'effet escompté auprès du recruteur. Gardez en tête une chose, et je suis désolé de vous dire ça, mais un recruteur, il se bouffe du CV toute la journée. Pour certains, c'est plusieurs centaines, c'est une usine. Surtout les grosses boîtes, ils voient je ne sais combien de CV par jour, donc ils ont presque les yeux, je ne sais pas comment dire ça, mais ils sont sevrés, quoi. Donc, si ils enchaînent 100 CV qui disent exactement la même chose, parce que le problème, c'est quoi? Les compétences attendues, les compétences clés, je les ai citées, dans 80% des cas, ça sera les mêmes. Donc, si tout le monde met les mêmes, mais ne dit rien de plus, compétences clés, esprit analytique, et vous n'allez pas plus loin, vous serez juste le 152e CV qui dira la même chose aux yeux du recruteur. Ce qui va être, ça ne sera pas donc, pour répondre à ta question, ça ne sera pas rédhibitoire, c'est juste que ce sera une opportunité manquée de ne pas aller plus loin que ça avec un élément concret d'où vous avez cette compétence, de quelle expérience personnelle vous l'avez tirée, comment vous l'avez obtenue et quels ont été vos résultats. Si vous arrivez à faire ça sur une ou deux phrases, je vous assure que l'effet il sera multiplié dans l'esprit du recruteur par rapport à la simple mention. Alors justement, pour la rubrique expérience professionnelle, comment un junior peut-il valoriser cette rubrique, sachant que voilà, très souvent, ils ont fait des jobs d'été ou ils ont eu très peu d'expérience ou de missions valorisantes. Ouais. Quel conseil tu pourrais leur donner? Effectivement, là encore, c'est une question très compliquée et si on se la pose, enfin, moi, évidemment, je suis passé par là et si on se la pose tous, c'est que c'est une question compliquée. C'est un peu je ne sais plus comment on dit, le serpent ou le renard, je ne sais plus quoi, qui se mord la queue. Comment on donne la première expérience à quelqu'un qui n'en a pas et comment on l'obtient sans pouvoir mettre en avant le fait qu'on a une expérience ou des compétences. Alors, ça va revenir un peu sur les sujets qu'on a évoqués. En fait, il y a comment dirais-je, il y a deux choses que j'aimerais d'abord remettre sur la table. Posez-vous les deux questions suivantes. Quel est l'objectif d'un CV? Selon ma vérité à moi, encore une fois, c'est que la mienne, il y en a deux. Le premier, c'est créer dans la tête du lecteur, du recruteur, un moyen très rapide. On l'a dit tout à l'heure, il passe de manière générale quelques secondes à lire votre CV. Il faut que ça réponde à deux questions. La première, c'est il faut qu'il puisse très rapidement comprendre quel est votre objectif. Il faut qu'il puisse, en 5 secondes, comprendre non pas qui vous êtes, mais ce que vous cherchez. Donc, on va y venir, il y a des moyens pour ça, des titres, etc. Mais c'est quel est l'objectif de ce candidat? Deuxièmement, est-ce qu'en lisant votre CV, le recruteur se dit que cet objectif que vous avez, semble-t-il, identifié, est cohérent? C'est-à-dire que le recruteur doit lire votre CV et doit se dire, j'ai compris ce que cette personne recherchait en termes de poste, d'environnement, etc., etc. Et deux, la lecture de son CV me donne l'impression que son projet est cohérent. C'est-à-dire qu'il y a une démarche cohérente, quelle qu'elle soit. Et après, j'y viens. Donc ça, c'est ce que je voulais d'abord planter, entre guillemets, comme décor. Et comme tu l'as dit, le problème, c'est quand on n'a pas d'expérience, il n'y a pas grand-chose, enfin, expérience professionnelle, j'entends, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas beaucoup de matière qu'on peut utiliser, employer pour mettre en avant tout ça. Donc, le premier conseil que je donnerais, c'est d'utiliser, il y a deux rubriques, de thèmes qu'on peut employer dans son CV qui peuvent plus que jamais être utiles pour un junior. La première, c'est le résumé. Pour moi, un junior qui ne présente pas de résumé, encore une fois, c'est tout sauf rédhibitoire, c'est pas la fin du monde, mais il se prive d'une opportunité de pouvoir dire des choses. Parce que par définition, si mon volet expérience, il est vide, j'y peux rien, j'ai pas encore l'expérience, le résumé, je peux toujours y mettre ce que je veux. Personne ne m'interdit d'avoir un bloc résumé et d'y dire des choses qui pour moi sont importantes. Donc, je vais y venir après sur ce qu'on peut y mettre, mais ne pas avoir de résumé pour un profil junior, pour moi, c'est se tirer une balle dans le pied, on va dire ça comme ça. Le deuxième volet, c'est forcément, c'est un peu lié, c'est le volet des compétences. On n'a pas besoin d'avoir une expérience professionnelle de 10 ans pour avoir déjà des compétences qu'on connaît, qu'on a véritablement et qu'on peut mettre en avant. Et donc, mon conseil, ou mes conseils,
vont être les suivants. C'est un peu dans la continuité de ce que j'ai dit tout à l'heure. Utilisez ces deux rubriques à bon escient. Il faut que, dans le contenu des deux, vous ayez des éléments concrets, le plus concret possible, qui puissent mettre en avant le fait que, oui, vous n'avez pas l'expérience. Il ne s'agit pas de vous vendre. J'y viendrai après, ça peut faire partie des quelques fautes qu'on fait parfois quand on est junior. Mettre en avant les compétences que vous avez déjà, sans expérience professionnelle. Vous pouvez avoir déjà développé un certain nombre de compétences, un esprit analytique, par exemple. Je ne vais pas dire qu'on est avec, mais on a un certain nombre de prédispositions qu'on peut naturellement mettre en avant pour justifier qu'on, entre guillemets, on est de cette trempe-là. Et comment vous allez faire ça? Au travers d'exemples concrets. Donc, je le disais, utilisez votre vie personnelle, les expériences en association, les expériences dans votre vie familiale, il peut y en avoir, les expériences dans vos hobbies, c'est aussi un autre sujet qui peut être utilisé pour un junior pour mettre en avant quelque chose. Quelqu'un qui a un vécu de sportif ou qui, au travers de son association sportive ou association culturelle de musique ou autre, a pris des responsabilités. Moi, j'ai par exemple une connaissance qui était très très actif dans son club de foot, au point où il a occupé des fonctions administratives et notamment trésorier. Et puis maintenant, il est président du club. Et il m'a confié des tours justement on tapait le ballon, que cette activité-là lui a déjà obtenu des entretiens et déjà obtenu des postes parce qu'il le mettait en avant de manière intelligente en soulignant non pas juste pratique du foot et trésorier de ceci, mais comme je le disais, et dans son résumé et dans son volet compétences, des éléments, des exemples concrets de ce en quoi ces activités-là lui ont appris quelque chose. Donc, si vous pratiquez un sport depuis 15 ans, vous avez fait de la compétition, quelles sont les valeurs et les compétences que vous en avez tirées au travers de cette pratique? D'accord. Voilà. Mais du coup, les compétences... ouais. Oui, pardon? Non, vas-y, je t'en prie. Oui, du coup, en fait, les compétences, c'est quand même important de les faire figurer. Même si on ne les a pas encore, il faut toujours s'entraîner en parallèle. Par exemple, il demande des compétences sur la maîtrise de certaines notions, normes comptables. Bah, il faut quand même que la personne, le candidat, même s'il ne les connaît pas toutes, qu'il les maîtrise lui-même avant. C'est ça, non? Bah, il les fait figurer et il apprend. On revient un peu sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si vous êtes cohérent et si l'entreprise qui a passé l'annonce est cohérente, il doit y avoir un juste milieu. C'est-à-dire que on est tous tentés, et moi je suis passé par là, croyez-moi, je me suis survendu comme jamais à certains moments de ma carrière, et on est tous tentés de se dire, bah, j'ai pas encore ça, j'ai pas encore ce niveau d'expérience, ce niveau de compétence, mais il faut bien que quelqu'un me donne ma chance, donc je vais dire que je l'ai. Si vous faites ça, la seule chose que j'ai envie de vous dire, je dis pas que c'est une mauvaise idée, donc vous m'entendez bien quand je dis ça, je dis simplement, chaque chose que vous vous engagez, vous devez être en mesure, si vous et moi on a une conversation, de me donner un exemple, pas besoin d'en citer 10, mais un exemple concret de votre vécu personnel qui m'aide à vous croire. Si vous n'êtes pas en mesure, en vous regardant dans la glace, de dire j'ai au moins une anecdote personnelle que je peux raconter au recruteur pour lui justifier que j'ai bien cette compétence, mon conseil, ce serait de ne pas le faire, de ne pas le mettre. Si en revanche, vous avez une anecdote, même si elle n'a rien à voir avec le boulot, elle peut être personnelle, encore une fois. Gérer un budget familial, c'est quand même gérer un budget sur le papier. À vous après, c'est le choix des mots et c'est beaucoup de boulot, mais une fois qu'on a fait un CV, on n'a pas besoin d'en faire 10 parce que c'est un autre sujet, mais je suis pas. Enfin, on n'a pas besoin de personnaliser nos CV pour chacune des entreprises. Donc, c'est beaucoup de boulot, mais une fois qu'on l'a fait, normalement, on exécute derrière. Et on a une feuille de route qui doit nous être utile pour décrocher des entretiens. Ok, parfait. Alors là, on est un peu en retard, mais c'est pas grave. On va juste conclure. On va conclure juste pour cette partie. La dernière question, c'est est-ce que selon toi, le CV du candidat doit varier selon le secteur? C'est-à-dire qu'un candidat, par exemple, qui postule en contrôle de gestion, il va postuler ah bah tiens, il y a une offre chez Coca-Cola, ah il y a une offre chez Amazon, ah il va postuler partout. Mais la réalité, c'est que derrière les recruteurs, quand ils ont le CV, ils vont plutôt privilégier quelqu'un qui a été dans ce secteur avant ou qui a fait un stage dans ce secteur plutôt qu'un autre, non? Donc, est-ce que est-ce qu'il faut modifier son CV en fonction du secteur?
il y a deux types de questions à se poser. La première, c'est est-ce que vous, candidat, euh, savez ce que vous voulez? C'est-à-dire que ça, c'est un le plus simple. C'est-à-dire que comment dirais-je, si vous avez quelques secteurs en tête, n'hésitez pas à personnaliser les CV. Vous en avez un pour tel type d'entreprise, un pour tel type d'entreprise. Et c'est fait en one shot, enfin, en une fois. Vous n'avez pas à revenir dessus. Si en revanche, vous êtes indécis et que vous allez cibler différents postes, mon conseil, c'est que plus c'est personnalisé, mieux c'est. Par contre, je suis passé par là. Le jeu en vaut pas la chandelle. Le temps que vous allez passer à personnaliser vos CV, par rapport à ce que ça va vous faire gagner, c'est un investissement de temps qui va vous générer beaucoup de frustration. Vous allez avoir l'impression de bosser peut-être pour rien. Donc, j'aurais du mal à vous conseiller de faire ça. Même s'il y a quand même une valeur ajoutée. Hein. Mais voilà, le ratio de temps investi par rapport au retour sur investissement, on va en penser en gestionnaire, il n'est pas phénoménal. Par contre, ce qui peut avoir son impact, c'est d'être malin dans le choix des mots dans votre résumé, notamment si vous optez pour en avoir un, et dans le choix d'un titre. Et ça peut ne pas, si vous êtes malin dans le choix des mots et que votre résumé peut s'appliquer à plusieurs secteurs, vous pouvez ne pas avoir à en faire différentes versions en fonction des boîtes pour lesquelles vous visez. Et un titre, on ne va pas faire les feignants, ça prend 2 secondes. Ça prend 2 secondes à changer. Exactement. Donc, vous vous assurez que quand vous postulez, votre titre, il est banco. Si vous postulez un poste de contrôleur de gestion à la holding, votre titre, ça va être contrôleur de gestion / consolidaire ou contrôle de gestion / holding ou un truc qui dit au recruteur, c'est ça que je veux et rien d'autre. Si demain, vous appuyez sur, vous candidatez pour un poste contrôle de gestion industriel, vous avez le droit de le faire, personne ne vous blâmera pour ça, mais pensez à changer le titre parce que là, pour le coup, ça peut arriver le même CV qui dit contrôleur de gestion consolidaire envoyé pour un poste de contrôleur de gestion industrielle, ça ne le fait pas. Donc, le titre, ça peut être un moyen de personnaliser et on donne tout de suite l'impression au recruteur qu'on est bien, on est très clair dans notre tête sur ce qu'on veut, même si des fois, ce n'est pas forcément le cas. Alors, parfait. Donc là, vraiment, je pense que vous avez eu tous les conseils pour créer un CV parfait en finance et comptabilité, parce qu'on a vraiment couvert un peu les différentes rubriques. Mais maintenant, on va passer à la lettre de motivation. Donc, selon toi, bon, on en a déjà discuté, mais est-ce que tu penses que les recruteurs lisent vraiment la lettre de motivation? Et si oui, quel conseil tu donnerais aux personnes qui nous regardent, qui regardent ce live, pour créer une lettre de motivation de qualité pour un poste en direction financière? Alors déjà, je vais être très franc. On peut même parler crûment. Pour moi, à la base, en tant que candidat, les lettres de motivation, c'est de la merde. Désolé d'être un peu vulgaire, mais en tant que candidat, je vais même vous faire une confidence. La première fois que j'ai dû en écrire une, j'ai très vite compris que pour faire une bonne lettre de motivation, une vraie lettre de motivation, il faut beaucoup de temps. Et en gestionnaire apprenti que j'étais déjà, j'ai vite compris que le ratio temps-investissement ou temps-résultat, il était ultra défavorable. Donc, j'en ai fait une, j'en ai pas fait deux. Et dès lors que je devais postuler à un poste où on me demandait une lettre de motivation, ça peut paraître un peu prétentieux, mais je faisais demi-tour, je postulais pas et je me disais que ces gens-là, ils me méritaient pas. Voilà, j'étais un peu prétentieux parce qu'ils respectaient pas mon temps de me demander une lettre de motivation. Donc, ça répond un peu à ta question, mais encore une fois, c'est que mon avis sur ce que j'en pense. Mais une fois qu'on a dit ça, et encore plus pour un junior, la lettre de motivation, ça peut être une arme redoutable. Moi, je parle de mon vécu personnel. Quand je reçois une lettre de motivation, je lis toujours les 2 premières phrases. Si les 2 phrases commencent par des trucs bateaux, style fort de mon expérience, de je ne sais quoi, non seulement je m'arrête de lire la lettre de motivation, mais en plus, quand j'enchaîne sur la lecture du CV, je pars avec un a priori, puisque là, j'ai clairement lu un copier-coller bateau, donc je pars avec un a priori négatif sur le candidat. Donc, envoyer une lettre de motivation qui n'est pas personnalisée, pour moi, c'est une erreur. Vaut mieux ne pas en envoyer. Si par contre, vous voulez prendre le risque et l'opportunité en réalité d'en faire une, il faut en faire une bonne. Et une bonne lettre de motivation, comme je dis, ça prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que là, pour le coup, il n'y a pas le droit à la non-personnalisation. Elle doit être ultra ciblée, elle doit viser l'entreprise,
Elle doit viser les produits et services concernés, elle doit viser le poste, le secteur. Et ça prend du temps. Et donc, tout le monde n'est pas armé aussi pour ce genre d'exercice. Les financiers, enfin, si on choisit cette voie, en général, c'est qu'on n'est pas des grands littéraires, quoique maintenant, il y a des multipotentiels. Mais voilà, c'est un vrai exercice, la lettre de motivation. Donc, ça répond un peu plus que la question. Désolé, je suis bavard. Mais voilà, n'en faites que si c'est pour en faire une vraie dans les règles de l'art et de la personnaliser pour l'entreprise et pour le poste que vous visez. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple de motivation? C'est-à-dire là, tu nous as dit que les phrases généralistes et bateaux ne sont pas Ouais, acceptées, ce qui est normal, mais ouais. quel exemple de motivation pourrait exprimer un candidat à rejoindre une entreprise, par exemple? Qu'est-ce qu'il pourrait dire concrètement? Alors déjà, vous n'avez pas besoin d'être amoureux ou passionné de la boîte, parce que ça, c'est aussi une légende. On n'a pas besoin d'aimer le produit ou le service de la boîte pour être super bon dans notre poste et pour s'épanouir, tout simplement. On n'a pas besoin d'être passionné. Sinon, bah, malheureusement, il y a plein de boîtes qui vendent des trucs pas très sexy, qui auraient du mal à avoir juste des collaborateurs. Donc, l'idée, c'est de faire personnaliser sans rentrer dans le cliché. Donc, mon conseil, ce serait de mettre en avant et de faire le lien entre vos expériences personnelles et professionnelles et leurs besoins. Il y a trois objectifs, hein, 2 ou 3 objectifs dans la lettre de motivation. C'est un, montrer aux recruteurs ou à l'entreprise que vous avez parfaitement compris leurs besoins. 2, montrer que idéalement, vous avez un vécu, mais dans le cas d'un junior, vous avez, on va dire quand même un vécu personnel, une expérience personnelle qui témoigne que vous partagez, une peine partagée, entre guillemets, pain points, comme on dit, que vous avez en commun avec l'entreprise. Et 3, que vous avez déjà identifié des éléments qui vont vous permettre d'être performant ou d'être un apport de valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, je vais donner des exemples concrets. Je sais pas moi, vous postulez pour un poste chez Decathlon. Alors, c'est un exemple un peu facile parce que c'est une entreprise qui, dans l'imaginaire des gens, est plutôt une bonne image et c'est plutôt facile de se visualiser comme quelqu'un qui aime leurs produits, etc. Donc, c'est peut-être un choix facile, mais suivez-moi dans mon exemple. Vous pouvez très bien aborder une lettre de motivation sans aller dans le pathos et dans un truc un peu trop exagéré sur le fait que vous avez toujours apprécié la culture de l'entreprise Decathlon et notamment leur approche de la satisfaction client, par exemple. Que vous avez, en tant que client, toujours ressenti qu'au sein de la stratégie de Decathlon, la satisfaction client et la remontée des informations clients étaient au cœur de leur stratégie, de leur processus interne, et que dans le cadre de votre recherche d'emploi, par exemple, si vous êtes tombé sur une annonce, là vous pouvez dire, sinon ce sera une autre approche, vous pouvez mettre en avant le fait que du coup vous avez fait vos devoirs, alors ça on ne le dit pas mais on le montre au travers de phrases dans la lettre de motivation, et que vous avez pu, par exemple dans l'analyse que vous avez fait de leur site internet, réaliser que ce que vous avez vécu en tant que client, raconter une anecdote personnelle, ça fait toujours du bien quand on vient titiller l'émotion du lecteur en lui racontant, je sais pas moi, une anecdote que vous avez eue dans un de leurs magasins ou avec leur service après-vente parce que vous aviez une réclamation à faire ou je ne sais quoi. Ça vient montrer que vous avez un vécu déjà partagé avec eux, avec la marque. Vous êtes déjà, entre guillemets, presque dans la famille, c'est un grand mot, mais vous m'avez compris. Et ensuite, faites le lien avec le fait que vous avez fait vos devoirs. Vous avez travaillé le sujet, vous êtes allé sur leur site internet, montrez que vous avez je sais pas, moi, ça fait toujours du bien, surtout en finance, de mettre 2-3 chiffres que vous êtes allé glaner sur Internet sur leurs derniers résultats, que si on reste sur le même flux de conducteur que je suis en train de vous donner là, que vous n'êtes pas étonné qu'avec une stratégie qui est basée sur la satisfaction des clients, le plan à 3 ans doit sûrement être très, très sympa et que vous aimeriez justement rejoindre l'équipe et l'aventure pour faire partie de ce projet-là et parce que justement vous partagez ces mêmes valeurs. Vous voyez que là, encore une fois, moi je suis pas un littéraire, hein, donc je suis pas en train de vous donner une bonne lettre de motivation. Je vous donne juste des pistes, mais vous voyez bien qu'avec ce que je viens de dire là versus fort de mon expérience en stage de ceci, cela, et après mon diplôme en ceci, cela, je suis quelqu'un de très motivé. Vous voyez bien que c'est déjà tout de suite noir et blanc.
Et donc, c'est ça Mhm. qu'il faut réussir à créer. Malheureusement, il n'y a pas de recette toute faite parce que par définition, ça doit être personnel et ça doit être personnalisé. Et c'est pour ça que c'est D'accord. dur, c'est pour ça que moi, j'en ai fait qu'une de toute ma vie. D'accord. Et du coup, par exemple, là, tu nous as donné des exemples intéressants là pour l'entreprise, mais pour un poste en direction financière, comment le candidat peut-il prouver vraiment un intérêt sincère pour le poste en direction financière? Bah, encore une fois, il faut pas survendre parce que par définition, on n'est pas sur un poste émotionnel. En marketing ou voire sur des fonctions commerciales, cet exercice il est beaucoup plus facile parce que là, on va plus facilement pouvoir capter l'émotion entre guillemets du recruteur sur des sujets. Par définition, ce qui déclenche une vente, il y a une notion d'émotion. Donc, un commercial, il arrivera beaucoup plus facilement à faire ça. Alors, est-ce que tu es toujours avec moi? Parce que j'ai un problème sur mon Oui, écran. oui, oui, je suis toujours là. Oui, oui, J'ai eu peur de. oui. Euh, En finance, effectivement, c'est plus compliqué parce que nous, on attend de nous, on attend des profils financiers d'être plus rationnels, d'être plus rigoureux, d'être plus froids, entre guillemets, même si ça, c'est une fausse image. Donc, vous pouvez, par exemple, rester dans le concret en mettant en avant le fait et en montrant que vous êtes allé, par exemple, chercher des chiffres, vous êtes allé chercher leurs derniers résultats, vous avez observé une tendance sur les 2, 3 dernières années, renseignez-vous sur la raison de cette tendance-là. Pourquoi est-ce que leur chiffre d'affaires a augmenté? Pourquoi est-ce que leur chiffre d'affaires a baissé? Pourquoi est-ce que leur chiffre d'affaires a augmenté mais que leur résultat a baissé? Vous vous interrogez sur le fait que c'est peut-être parce qu'ils ont dû investir beaucoup en R&D, peut-être qu'ils ont travaillé sur un autre projet, peut-être qu'ils ont... Où je veux en venir? Montrer que vous êtes allé dans une réflexion où vous vous projetez déjà dans votre poste chez eux et que vous vous interrogez sur le projet qui est le leur et vous montrez en plus, pour saupoudrer tout ça, que vous avez envie d'en être. Quitte à ce que ce soit un peu brouillon, parce qu'on ne vous reprochera pas, en finance notamment, de vous tromper. Typiquement, si vous précisez dans cette lettre de motivation que vous pensez qu'ils ont baissé, par exemple, de résultats pour telle raison, vous avez le droit de vous tromper dans la raison. Mais ça montrera quand même au recruteur que vous êtes déjà dans une logique où vous voulez savoir ce qui se passe à l'intérieur de cette Mhm. entreprise parce que vous voulez en être. Et ça peut susciter. C'est pas du garantie, mais forcément, moi je suis recruteur et ça sera encore plus vrai pour le recruteur en entreprise qui va lire ça. Il va le faire juste avant de lire votre CV. Avant ça, il se sera mangé sans CV, sans lettre de motivation, ou sans CV avec une lettre de motivation qui ressort les 3 phases bateau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, C'est même ça. si ce que vous allez dire n'est pas dans le mille, ça sera toujours un différenciateur. Ce sera toujours quelque chose qui vous démarquera du lot, entre guillemets. Ça ne fera pas le job Mhm. tout seul, mais voilà, si vous êtes en recherche de petits plus, c'est clairement un petit plus. Par contre, encore une fois, ça demande du temps. C'est un vrai investissement. Si vous voulez faire les choses bien, ça ne se fait pas en 2 minutes. Ouais, et surtout qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes envoient des lettres de motivation bateau avec des phrases trop générales. Donc, ça permettra en tout cas aux candidats de se différencier. Plus c'est Ouais. concret, plus c'est différenciant. Alors, du coup, on va passer à la dernière étape maintenant, c'est sur la correction d'un CV et d'une lettre de motivation. Donc, on a une personne qui nous écoute, mais je pense qu'il a pas pu activer son micro et sa caméra, mais il écoute en tout cas attentivement. Je l'espère, hein, parce que s'il n'écoute pas, du coup, bah, c'est dommage. Dommage. Donc, en fait, donc là, c'est un candidat, donc on voit son CV. Donc, il m'a dit qu'il était à la recherche d'un poste. Donc, il est Donc là, je ne sais pas si tu vois bien, vous voyez bien son CV. Je t'avoue que c'est un peu petit pour moi. Je suis pas sur D'accord. un très grand écran. Oui, je pense C'est qu'il pour ça faut... que je me rapproche un peu. Oui, il faut un peu zoomer. Si quand on fait un zoom, un zoom, c'est bon. Donc, en fait, voilà, c'est un candidat qui est en école, donc l'EM Normandie, et qui est à la recherche d'un stage. Donc, c'est ce qu'il m'a dit, un stage en finance d'entreprise, contrôle de gestion, comptabilité. Ouais. Donc, je vais te laisser donc lire. On va faire comme les recruteurs, 8 secondes. Du coup, on va faire en temps réel. Donc, je vais te laisser, je ne sais pas, quelques secondes, 10, 15 secondes pour lire le CV et me dire si tu appellerais ce candidat pour un stage en contrôle, en finance, comptabilité, contrôle de gestion. Je ne sais pas si tu vois bien le CV.
Alors, honnêtement, je vois pas bien le contenu dès qu'on arrive. Alors, par exemple, sur les tâches, si j'y arrive en me concentrant bien, mais j'ai pas une super vue, mais ça va le faire, ça devrait le faire. Alors, D'accord. plusieurs remarques. Déjà, merci à Ahmed de jouer le jeu parce que c'est pas évident de partager son CV comme ça, donc c'est tout à son honneur. La première remarque, c'est dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure. Même si c'est compliqué, surtout en recherche de stage où on sera flexible sur le type de stage qu'on recherche, encore plus flexible que pour en recherche de premier CDI, mais dans la mesure du possible, ajouter un titre qui identifie, quitte à ce que le titre, on a le droit aussi, c'est pas rédhibitoire, enfin c'est pas négatif d'avoir un titre qui précise plusieurs intitulés de poste. Donc, si Ahmed cible plusieurs postes ou qu'il ne sait pas quel poste cibler, il peut mettre un titre de CV qui indique plusieurs postes. La deuxième remarque, elle concerne le résumé. Déjà, c'est très bien, il y a un résumé, donc c'est un bon point. En revanche, sur le contenu, il y a deux remarques. La première, c'est que le fait qu'il soit étudiant en troisième, alors c'est à double tranchant ce que je dis parce que dans un parcours où il y aura beaucoup de formations, on pourra aussi le mettre, mais le fait de préciser, je réfléchis à votre, le fait de préciser le statut d'études, on le voit juste après, ça peut éventuellement faire doublon dans l'esprit du recruteur, ou en tout cas, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas une information qui n'est pas utile dans le résumé, elle peut prendre sa place. Simplement, gardez en tête, je sais que là, je vais un peu loin dans le détail, mais que les secondes comptent. Dans les premières secondes dans la lecture du recruteur comptent. Donc, posez-vous la question suivante. Si résumé il y a, c'est ce que le recruteur va lire. C'est presque le succès de lecture à ce niveau-là est presque garanti. Assurez-vous d'y mettre les informations qui pour vous sont essentielles. S'il y a deux phrases de votre CV que vous voulez que le recruteur voit, quelles sont-elles? Si elle en fait partie, alors c'est un bon choix de la mettre. Donc si pour Ahmed, c'est un élément qui est essentiel, qu'il souhaite porter à la connaissance du recruteur, il a bien fait de le mettre dans une première phrase ici. Mon deuxième commentaire, il est plus sur le fait que, si je lis bien, il précise qu'au cours de son cursus académique, il a acquis beaucoup de connaissances et compétences en finance d'entreprise. Bah, forcément, le recruteur en sera ravi, mais il aurait préféré les voir, ces compétences. De quelles compétences on parle? Et là encore, c'est un résumé. Il ne s'agit pas de faire un bloc de 10 lignes, mais on a le droit tant que ça ne dépasse pas 5 lignes, on est encore bon. Donc, il y a la place pour préciser, être un peu plus précis ici sur dans quel contexte concret, de quelles compétences ici et connaissances il parle, de les préciser ici. Ok, c'est repris sur le blog, le volet compétences, mais comme je l'ai dit, on est dans une logique où le résumé, ça a un pouvoir on va dire de force de frappe, c'est ce que le recruteur va lire. Peut-être qu'il ne va lire que ça, désolé. Donc, allons vite à l'essentiel. Ensuite, j'essaie de zoomer. Pour un profil junior, c'est logique et légitime de retrouver le volet formation en premier lieu. Plus vous serez un profil avancé et plus ce sera l'inverse, évidemment, puisqu'on aura plutôt tendance à mettre nos expériences professionnelles sur le haut, puisque le haut étant la partie que le recruteur lira a priori avec plus de certitude. Et si je ne me trompe pas, il a déjà eu des expériences Oui. autres que. Donc, il est pas tout à fait junior, il a déjà de l'expérience. Alors, pardon, j'ai dû faire une fausse Ah, manip, mais je pardon. suis Non, non, c'est bon. Oula, pardon. Donc là, je vais être un peu taquin parce que sur un profil junior, là, je suis peut-être un peu exigeant. J'ai peut-être moi aussi un peu de mal à me repositionner plutôt sur un profil junior. Mais sur le détail des tâches et des responsabilités sur sur chacune des expériences, tout détail est bon à prendre. Je vais prendre juste un exemple, je ne vais pas après prendre trop de temps là-dessus, mais sur la dernière expérience en tant que conseiller commercial,
prospection commerciale. Quel type de prospection il s'agit? Est-ce que c'est de la prospection par téléphone? Est-ce que c'est de la prospection à froid, comme on dit, où on part, entre guillemets, tout seul au combat? Ou est-ce que c'est avec des leads qu'on nous a donnés? Quel type de cible? Quel type d'interlocuteur? Ce genre d'éléments. Alors là, en l'occurrence, il cherche peut-être pas un poste de commercial. Donc, ce que je dis là, il faut le prendre en considération sur le poste que vous visez. Et gardez aussi, un autre commentaire qui me vient en tête, gardez en tête la notion de cohérence de parcours. Si vous avez des stages et des expériences passées qui sont un peu déconnectées par rapport au poste que vous recherchez actuellement, ce n'est pas grave. On a tous, pour des raisons, quelle que soit la raison, des parcours divers et variés. Ce qui est important, c'est de trouver un moyen de ne pas perdre votre recruteur dans la lecture qu'il fera de votre CV. Donc, si vous avez des expériences qui s'éloignent un peu de celui que vous recherchez aujourd'hui, essayez dans la liste là encore, du détail que vous allez mettre en avant, de mettre en avant des tâches, soit qui vous ont permis de venir consolider votre parcours actuel, soit de préciser les compétences que vous avez acquis pour le cas d'Ahmed. Quelles sont les compétences que tu as acquis en tant que conseiller commercial qui te permettent ou qui t'aident ou qui t'ont aidé dans ton choix de formation et dans ton choix de stage actuel et qui vont t'aider dans ta future fonction. Donc, c'est compliqué. Ce que je dis là, c'est tout sauf évident, mais il y a des moyens de le faire au travers des tâches. Quelles compétences j'ai appris, par exemple, au sein de cette entreprise et durant ce poste-là. Il y en a forcément quelques-unes qui vont m'être utiles, même dans ma future carrière de financier qui n'a rien à voir avec ce poste-là. Et alors, je suis désolé, je suis un peu long, mais je ne vois pas trop le détail de l'expérience associative. Si d'aventure, là-dedans, il y a du... Alors, c'est distribution des paniers alimentaires aux familles démunies, organisation d'un goûter avec distribution des vêtements en faveur d'enfants défavorisés, organisation d'une action d'initiation au surf en faveur d'enfants trisomiques. Donc là, c'est pareil. Je suis vraiment désolé parce que je suis très, très, très respectueux. Évidemment, ce sont des activités très, très valorisantes et c'est tout à ton honneur, Ahmed. Mais un recruteur, dans la réalité, il s'en foutra. Ce qu'il va vouloir garder de ça, c'est en quoi ces expériences-là sont un plus, soit à ta personnalité, soit à tes compétences. Donc là, ces activités-là, elles ont pour sûr contribué à qui tu es aujourd'hui et il y a forcément des compétences, forcément des choses que tu as appris de ces belles expériences que tu peux mettre en avant. Donc, dit autrement, plutôt que de mettre la distribution des paniers comme une ligne qui vient, entre guillemets, occuper de l'espace sur ton CV et donc de l'espace dans la tête du recruteur, dis en quoi ça a été enrichissant pour toi, en quoi ça t'a permis d'apprendre, qu'est-ce que tu as appris, quelles ont été les actions que tu as menées, quels ont été les résultats que vous avez obtenus, seul ou en équipe. Et du coup, on peut en tirer des valeurs comme l'esprit d'équipe, comme l'organisation, la planification, la rigueur. Et ça parle parce que du coup, on fait le lien avec les attentes comportementales, par exemple d'un contrôleur de gestion, d'un comptable, ou en tout cas des fonctions financières. Vous voyez un peu transformer un peu l'expérience qui, sur le papier, n'a rien à voir avec la finance, en une expérience qui vient consolider le profil qui est le mien aujourd'hui et du coup m'apporte des cartes en plus. Donc en fait, son expérience en tant que conseiller commercial, il ne faut pas l'enlever complètement, mais plutôt m'expliquer en résultat pourquoi après cette expérience, il souhaite être contrôleur de gestion et pas commercial aussi. C'est exactement ça. Si aujourd'hui, tu postules à un poste de contrôleur de gestion et que ton expérience professionnelle, elle n'est que sur des métiers commerciaux, m'explique pas ce que tu as fait en tant que commercial, parce que, a priori, je le sais déjà, mais dis-moi plutôt en quoi ces actions-là, ces postes, ces responsabilités-là, t'ont apporté quelque chose qui va te servir aujourd'hui ou demain sur ton poste de contrôleur de gestion. Alors maintenant, on va passer à la lettre de motivation. Donc, je ne sais pas si tu arrives à la voir ou je peux la lire, sinon. Vous devez avoir un gros zoom de mon visage, là, je me rapproche. Pas possible. Non, c'est pas grave. Je peux la lire, hein, si besoin. Ouais, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai lu que les 2 premières phrases et encore une fois, gardez en tête que les premières phrases, parce qu'elle va j'ose espérer, je suis peut-être naïf, peut-être qu'il y a des recruteurs qui les lisent pas du tout, même s'il y en a une.
je suis peut-être naïf, mais je pense qu'on va lire au moins les premières phrases. Si les premières phrases, elles disent quelque chose que je vais retrouver dans le CV, à quoi sert la lettre de motivation? Si elles ne font, si la lettre ne fait que raconter le CV, elle sera pas lue ou en tout cas, elle n'apportera pas un plus. Et peut-être même si vous avez affaire à un recruteur qui est vraiment gavé parce qu'il a un volume très important à gérer, il y a peut-être même le risque que que ça, ça déclenche pas le plus attendu. Donc, je suis désolé, hein, et encore une fois, ce n'est que ma vérité. Mais le meilleur conseil que je peux donner, il va être finalement pas tant sur le contenu, parce que après, je n'ai pas pris le temps de lire le reste, mais peut-être que dans le reste du contenu, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais mon conseil, en fait, il se résumerait à une intro qui soit, je ne sais pas comment on dit ça en marketing, mais euh, pas forcément une phrase choc, mais une phrase un peu comme tout ce qu'on entend dans les formations de digital marketing ou autre, ou de copywriting. Une première phrase qui captive tout de suite l'attention du recruteur. Quitte à ce qu'elle soit un peu choc, mais en tout cas quelque chose qui vient tout de suite montrer que ce qu'il va lire là, a priori, sera différent des lettres de motivation classiques qu'il a trouvées. Donc, j'ai donné un exemple tout bête, mais ça peut être une phrase un peu du genre super vos résultats 2021. Ça me vient comme ça. Ça peut être qu'est-ce qui s'est passé pour vous l'an passé. Enfin, un truc qui, vous voyez, ce que je dis là, ça n'a presque pas un sens immédiat dans une lettre de motivation, mais ça va forcément faire que les phrases d'après vont être lues. Et après, vous enchaînez sur le lien que vous allez faire avec votre vécu avec l'entreprise, votre vécu avec leurs produits, votre vécu personnel avec leur service client, une mauvaise expérience que vous avez pu avoir avec eux ou une très bonne expérience que vous avez pu avoir avec eux, montrer que vous avez lu leur rapport financier de l'année d'avant, que vous avez des questions ou une lecture particulière que vous en faites, etc., etc. Et là, vous finissez par le lien en quoi tout ça fait que vous êtes la bonne personne pour eux, parce que justement, vous mettez en avant vos compétences comportementales que vous avez obtenues au travers développées, pardon, au travers d'expériences personnelles, ou tout simplement parce que ça fait partie de votre ADN. Il y a des compétences qu'on a juste parce qu'on les a, on est plutôt rigoureux, on est plutôt organisé. Témoignez-le au travers d'expériences personnelles. Et là, normalement, et là c'est trop général, là, peut-être. Là, il est pas allé, il est pas suffisamment, il a pas suffisamment donné d'exemples concrets. C'est ça le problème, non? Bah, ouais, je reprends encore une autre phrase qui pour moi est symbolique et c'est normal. Enfin, je veux dire, elle est normale cette phrase. Elle est pleine de sens. Mais c'est juste que ça sera la même. Le collègue d'à côté fera la même. En effet, au cours de mon cursus académique et professionnel, j'ai acquis beaucoup de connaissances et de compétences en comptabilité analytique, etc., etc. Par définition, si je prends un collègue à toi qui a suivi le même parcours, en quoi vous êtes différent du coup? En rien, si j'en crois cette phrase. Donc là, l'idée, ça va être soit d'aller plus loin, si vraiment ce que tu veux mettre en avant, ça va être le côté développé au travers de ce cursus, et évidemment c'est ton droit, surtout si tu l'as vécu comme ça, bah, ça va être de mettre peut-être en exemple quels sont les enseignements qui t'ont particulièrement intéressé ou frappé ou que tu as vécu, quels sont ceux que tu as mis en application, quels sont ceux sur lesquels tu penses justement qu'il te manque, parce que ça peut aussi être ça, une lettre de motivation, ça peut être aussi un aveu de transparence et d'honnêteté sur le fait que sur certains volets de tes connaissances ou compétences, il s'agit maintenant de les pratiquer et là tu remets en avant tes valeurs et tes compétences comportementales, l'adaptation, la flexibilité et le fait que tu n'as qu'une envie maintenant, c'est une soif d'apprendre pour mettre en pratique ces choses. Il s'agit aussi d'être honnête et de ne pas se vendre comme un expert alors qu'on ne l'est pas encore. Voilà, ok. Donc là, j'espère que ça a été clair. C'est vrai que là, ça manque un peu de précision, c'est ça. Donc, au final, là, en voyant la lettre de motivation et le CV d'Ahmed, en étant très authentique, parce que c'est le but, est-ce que est-ce que tu l'inviteras à un entretien ou pas? Encore une fois, pour pas être trop sévère, j'ai pas le prisme recrutement junior. J'ai un prisme plutôt senior. Donc, du coup, une attente
très élevé en termes notamment de détails sur les actions menées et les résultats que moi je dois avoir sur un CV, que là on n'attend pas forcément d'un junior. Donc, ce que je peux dire en toute transparence et en espérant ne pas être trop direct, c'est que la lettre de motivation rédigée telle qu'elle, elle aura pas ou peu d'attrait, elle va malheureusement pas forcément aider. Donc, si tu y as passé du temps, on la sent pas particulièrement. Enfin, a priori, je dis bien a priori, tu me dis si je me trompe, mais c'est la même que tu as envoyée à tout le monde. Donc déjà, ça, c'est ce qui va faire qu'elle n'apporte pas de valeur ajoutée. Par contre, elle n'est pas rédhibitoire. C'est pas ce qui va faire que ta candidature va être éliminée. Après, si on revient sur le CV, j'ai peut-être été dur sur les commentaires que j'ai faits, mais il est tout sauf mauvais. Ce que je veux dire par là, c'est que les points que j'ai mis en avant, ce ne sont que des points bonus. C'est-à-dire que sur le papier, si ton profil, en termes de cursus, en termes d'expérience, en termes de stage, correspond au profil recherché, il peut passer l'étape du screening. Par contre, si tu es en compétition, et c'est là que ça peut devenir compliqué, alors là, c'était sur un stage, mais si tu es en compétition, encore une fois, mettez-vous dans le cas de figure où il y a 100 CV d'envoyés, et que sur les 100 CV, il y en a 20 qui, eux, ont fait ces petites choses-là que j'ai évoquées, le résumé un peu plus percutant, les compétences un peu plus mises en avant au travers d'exemples concrets, la probabilité pour que le recruteur les ait screenés, eux, avant de screener le tien est plutôt élevée. Donc, ça ne veut pas dire que c'est pas bon, c'est juste qu'il faut toujours garder en perspective la notion de concurrence, avec qui on est en concurrence, le volume, et si par définition, il y en a d'autres qui ont fait un effort que moi, j'ai pas fait, il y a une probabilité qu'eux passent avant moi. C'est plus ça l'enjeu, en fait. Voilà, c'est ça. Alors, oui, du coup, il y a quelques améliorations à faire et j'espère qu'il a bien écouté, du coup, tes conseils. Mais en tout cas, voilà, le live est terminé. Bah, merci beaucoup, Nassim. C'était très intéressant. Je pense que tu as donné plein de conseils pertinents parce que tu es passé par là à l'époque. T'as recruté pas mal de personnes aussi qui étaient des jeunes diplômés. Même si là, tu es spécialisé dans les cadres dirigeants, tu as quand même une longue expérience derrière toi qui te permet de donner de bons conseils. Donc voilà, je voulais te remercier de nous avoir accordé du temps. Et pour toutes les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à aller sur le site internet kingpack.fr et à la rubrique chat, on serait ravis de répondre à vos questions. Voilà, bah, merci Nassim. Je ne sais pas si tu as un dernier mot de la fin pour motiver un peu les candidats. Alors, un pour toi déjà avec Impact, merci pour l'invitation. Votre mission, elle est au-delà du fait qu'elle est belle, elle est, comme je te l'ai déjà dit, pour moi, c'est presque d'intérêt public. Donc bravo et merci. C'est une très bonne mission et force à vous. Et la deuxième chose, bah, je vais finir par, enfin, la conclusion, c'est l'introduction en fait. C'est-à-dire que oubliez tout ce que je vous ai dit. Tiens, je dirais ça comme ça. Oubliez tout ce que je vous ai dit et tout ce que tout le monde vous dira et faites des tests itérés. Il n'y a rien de mieux que l'expérience personnelle et il n'y a pas de temps perdu. S'il y a un conseil auquel je veux vous laisser, c'est ça. C'est n'ayez pas cette peur qu'on a tous au début de nos carrières de se dire il faut que mon choix soit le bon parce que je veux pas perdre 1 an, 2 ans, 3 ans. En réalité, on s'en fout parce que le plus important, ça va être que l'expérience que vous vivez au jour J vous rapproche de ce que vous recherchez. Donc, même une expérience qui n'est pas enrichissante de ce point de vue-là ou qui vous donne l'impression que vous n'êtes pas fait pour ça, elle aura au moins le mérite, et c'est déjà beaucoup, de vous aider à identifier ce que vous n'aimez pas. Et un bon moyen de savoir ce qu'on aime, c'est déjà de savoir ce qu'on n'aime pas. Donc, je vous laisse avec ça. Exactement, c'est très, très bien dit. Bon, bah, merci beaucoup Nassim. Voilà, bah, je te souhaite une bonne continuation et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir.